Je vais maintenant accueillir Pierre Duprat, directeur de recherche à l'INRAE, spécialiste de l'agriculture, des politiques agricoles, économiques, environnementales, transition écologique, économique aussi autour de l'agriculture. Et tu vas nous parler de la place de l'élevage européen dans le monde. Oui, bonjour à tous. Alors merci aux organisateurs de m'avoir invité. Cette session a été reportée une ou deux fois, je crois, et finalement je suis très content de partager ces quelques diapos avec vous. Je vais avoir un plan d'économiste assez classique. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc normalement ça devrait aller assez vite. Donc au niveau mondial, la consommation de produits animaux, comment la production et les échanges répondent à cette consommation, et ensuite un point sur les enjeux climatiques et environnementaux de l'élevage, et enfin, quelle place de l'Europe a-t-elle et peut-elle avoir dans un système alimentaire plus durable au niveau mondial. Donc ça vient d'être dit en fait, on a une demande croissante au niveau mondial des produits issus de l'élevage, tirée par la croissance démographique et la croissance économique. Ça vient d'être dit, quand on est plus riche, on mange plus de viande et de produits animaux par personne, et évidemment, le nombre de gens augmentant, eh bien, on a cette augmentation. Alors, sauf dans l'Union européenne. Mais il reste qu'en France, dans l'Union européenne, on a une consommation plus élevée par tête. Donc voilà la consommation, l'évolution de la consommation de viande dans le monde. Alors depuis 1990 jusqu'à 2030. Donc évidemment, le dernier quart, ce sont des projections. Et vous voyez le petit cran au niveau de 2019-2020 qui correspond à la pandémie. Cette augmentation de la consommation de viande, elle est essentiellement tirée par l'augmentation des viandes de volaille, un petit peu des viandes de porc et moins pour les viandes de ruminants qui sont en rouge et en vert au-dessus. Cette augmentation, elle est surtout située, alors vous voyez à gauche du graphique, en Asie. Donc vous avez en fait 3 dates pour chaque continent, donc 2000 et 2020 au milieu et 2030, la projection 2030 ensuite. Vous voyez qu'entre 2000 et 2020, on a eu une augmentation très grande, mais comme entre 2020 et 2030, on n'a que 10 ans finalement, on suppose qu'on aura toujours le même... ce sont la FAO et l'OCDE qui font ces projections, pensent qu'il y aura en Asie en tout cas le même dynamisme. L'Amérique également est très dynamique en consommation de viande, avec un peu plus, une proportion plus grande de viande rouge et de volaille, et au milieu c'est le porc. Et vous voyez que le seul endroit où on n'augmente pas, c'est l'Union européenne à 27, où là on a augmenté un petit peu entre 2000 et 2020, et ce qui est prévu, comme ça vient d'être dit, c'est plutôt un tassement entre 2020 et 2030. En revanche, le reste de l'Europe, hors de l'Union européenne, on a eu une forte augmentation entre 2000 et 2020, et également une augmentation prévue pour 2030. Les augmentations très fortes, alors on ne le voit pas parce que la consommation est faible en Afrique de viande, mais c'est la grande inconnue puisque c'est un pays qui a un fort dynamisme démographique, et ce qui explique cet accroissement de la consommation. Et disons que si l'Afrique s'enrichit, eh bien, on a un risque de se retrouver avec des courbes proches de celles de l'Amérique. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà résumé tout à l'heure. Ça donne un peu plus de détails, mais je ne vais pas m'y arrêter tellement. En gris, vous avez les augmentations de la demande de différents produits agricoles, céréales, viande, poisson, produits laitiers, plantes sucrières. Donc en gris, c'est entre 2011 et 2020, les 10 dernières années. Et en bleu, c'est les projections pour 2021-2030, toujours par l'Agricultural Outlook. Et donc, en assuré, c'est ce qui est dû à l'augmentation de
de la consommation par tête, par habitant, et ce qui est en plein, c'est-à-dire en bas, c'est ce qui est dû à la croissance démographique. Donc vous voyez que dans ces 10 dernières années, vous avez quasiment une égalité entre la croissance de la demande agricole due à l'augmentation de la population et due à l'augmentation de la consommation par tête. C'est-à-dire souvent tiré par le revenu, comme ça a été expliqué par mon prédécesseur à ce pupitre. Pour la période prochaine, ce qui est prévu, c'est que la croissance de la consommation par tête soit moins importante pour les céréales, la viande, le poisson, les plantes sucrières, mais reste forte, notamment pour les produits laitiers et pour l'huile végétale. Alors, ici, voilà, vous avez les niveaux maintenant de consommation. Juste avant, c'était pour vous donner la dynamique et la croissance de la consommation. Ici, vous avez les niveaux. Donc, vous voyez que les pays riches, ça vient d'être dit, hein, dont les gens sont en moyenne plus riches, ont une consommation par habitant, c'est ce qui est représenté par ces barres, beaucoup plus élevée, 2 fois la moyenne mondiale, notamment pour l'Amérique, l'Europe, l'Océanie. Bon, l'Océanie pèse très peu en raison d'une population très faible, et quasiment 2 fois et demi pour l'Amérique du Nord. Voilà. La consommation par habitant mondiale moyenne de produits animaux, en fait, est dans la fourchette des recommandations de l'OMS, et plutôt vers le bas de la fourchette. Donc, on peut être en bonne santé en étant un consommateur mondial moyen de produits animaux. Et en revanche, l'Asie, même si on a vu, hein, elle est en phase de rattrapage, notamment avec la Chine, puisque l'Inde en moyenne consomme beaucoup moins. L'Asie n'a pas encore rattrapé le niveau mondial, et l'Afrique est très bas. Donc l'idée, c'est malgré tout que une bonne partie des populations africaines, voire asiatiques, ainsi que les gens vraiment dans la précarité des pays riches, consomment un peu plus, mais que pour rester dans les limites de la planète, eh bien, les classes moyennes et aisées des différents pays consomment moins. Comment répond-on à cette demande alimentaire croissante, et notamment en produits animaux? Eh bien, principalement par la production dans les pays consommateurs. Et donc, l'accroissement de la production a été plus grande, effectivement, dans les pays émergents, les pays en développement. Mais aussi, on répond à la demande par des échanges de produits animaux et de matières premières pour l'alimentation animale, qui répond encore plus fortement en pourcentage. Si vous voulez, c'est plus élastique. Voilà, quand la demande augmente, eh bien les échanges augmentent plus que proportionnellement, même si la production locale essaye de répondre à cette consommation croissante. Et en particulier, l'Union européenne a augmenté ces 10 dernières années, ces même 15 dernières années, l'exportation de ces produits animaux, et ça a été permis aussi par l'importation de matières premières végétales riches en protéines. Donc voilà, ici tout à l'heure c'était la même diapo, mais pour la consommation, et là vous voyez que vous avez à peu près les mêmes barres pour les différents continents concernant la production. Voilà, et ça c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire vous avez à gauche l'accroissement de la production de viande bovine, de viande porcine et de volaille dans les pays en développement. Donc vous voyez que la volaille, c'est à peu près 2 fois plus que la viande porcine et bovine. Et puis à droite, vous avez les mêmes catégories pour les pays développés, donc qui sont supposés augmenter moins d'ici 2028-2030 leur production de viande. Donc, dans les 10 prochaines années, on s'attend à ce que les 3/4 de l'augmentation de la production de produits animaux soient réalisés dans les pays en développement et seulement 25% dans les pays développés.
La part de la production échangée par produits agricoles, c'est pour vous donner une idée. Donc, comme je disais, les échanges répondent bien, on verra après, mais qu'est-ce qui est le plus échangé? Ce qui est le plus échangé, c'est des produits qui sont fabriqués pour l'échange, c'est notamment les poudres de lait, et puis le soja et le blé, qui sont consommables par les humains, mais qui sont aussi beaucoup échangés pour fabriquer de l'alimentation animale, là où on n'en a pas assez, notamment en Europe, mais aussi en Chine, on va le voir. La viande bovine également est pas mal échangée, c'est à peu près presque 20%, et tandis qu'un certain nombre de produits plus classiques, le riz, la viande porcine, la viande de volaille, le fromage, le beurre, ne sont échangés qu'autour de 10, maximum 15%. Là, vous voyez la réponse forte du commerce à l'accroissement de la consommation. Donc en haut, vous avez donc les échanges de produits, de produits animaux, enfin de quelques produits animaux, la volaille en vert, le bœuf en rouge et puis le porc en bleu. Et sur le graphique à gauche en bas, eh bien, vous voyez que suivent également en vert le soja, tourteaux et graines, les grains, les céréales, et en rouge, le blé. La part grisée, ce sont les projections pour 2020-2030, et vous voyez qu'il n'y a pas de ralentissement du commerce mondial qui est prévu. Et sur le graphique de droite, c'est quelque chose dont on parle souvent, c'est l'accroissement du soja, des échanges de soja. Et vous voyez les principaux importateurs de soja. Alors c'est très facile. Tout en bas, là, en noir, ce sont les importations de l'Union européenne, et en rouge, ce sont les importations de la Chine. Donc c'est logique, la Chine est la partie de l'Asie qui a le plus augmenté sa production animale, et pour ce faire, c'est elle qui a le plus développé ces 10 dernières années, c'est même 20 dernières années, avec une accélération ces 10 dernières années, les importations de soja. De 2000 à 2015 environ, l'Union européenne a plutôt baissé ses importations de soja ou de tourteaux, mais il y a eu une reprise qu'on ne voit pas tellement sur le graphique, une légère reprise, avec une légère augmentation des productions animales également depuis 2010-2015. Alors, ces importations de l'Union européenne de soja, ce n'est pas tellement pour nourrir les Européens, dont les consommations de produits animaux n'augmentent pas. On a même vu que certains produits, notamment la viande de ruminants, avaient tendance à baisser dans la consommation, tandis que le lait, les poissons, la volaille augmentent. Et donc, en fait, on a eu ces 10 dernières années une augmentation du solde commercial de l'Union européenne, puisque en bleu, vous avez les exportations. Donc, on s'est remis assez vite, vous voyez, de la crise financière de 2007-2008, qui a fait un accroc dans les exportations et dans les importations des productions animales. Et finalement, le solde commercial de l'Union européenne en vert s'est considérablement amélioré depuis 2008 à 2020. Alors, je passe aux limites de la planète. Voilà. La difficulté, c'est que l'élevage et la croissance de l'élevage sont dommageables au climat. Donc ça, c'est juste un rappel, je suppose, en tout cas pour les étudiants, donc par les émissions de méthane entérique et la gestion des effluents de l'élevage, les émissions de protoxyde d'azote des sols cultivés, qui servent à cultiver la nourriture des humains, mais aussi beaucoup la nourriture des animaux, et par la conversion de forêts en terres agricoles, qui est tirée par cette demande de biens agricoles, y compris pour nourrir les animaux. C'est dommageable à la biodiversité, notamment par la conversion des forêts, dont certaines sont des réserves de biodiversité. Et puis, en fait, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC, préconise pas mal de choses, mais deux voies vraiment importantes. Donc, nous ramener, alors,
j'allais dire nous ramener à l'Antiquité en référence à l'exposé précédent, mais en tout cas une végétalisation plus grande de l'alimentation en moyenne, hein, et en particulier des plus gros consommateurs de produits animaux. L'intensification soutenable de l'agriculture et de l'élevage, donc notamment éviter l'extension des terres agricoles au détriment de réserves de biodiversité, et vaste programme, réduire gaspillage et inefficacité. Alors là, je vous ai mis un graphique tiré d'un article de l'année dernière dans Science. J'ai essayé de vous expliquer les graphiques le plus simplement possible. Donc à gauche, vous avez finalement sur l'ordonnée, vous avez les émissions de gaz à effet de serre cumulées du système alimentaire mondial. D'accord ? Donc là-dedans, entre les 2/3 et les 3/4, c'est le maillon agricole qui est responsable de ces gaz à effet de serre, et un petit peu le transport, un petit peu la transformation et un petit peu la distribution, mais c'est surtout le maillon agricole qui explique ces émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire mondial. Et donc, voilà, si on arrêtait en 2020 les émissions de gaz à effet de serre de tous les autres secteurs de l'économie, sauf du système alimentaire, eh bien, effectivement, en restant sur business as usual, on resterait avec 67% de chance sous les 2 degrés en 2100. Voilà. Mais évidemment, il ne faut plus rien faire d'autre, quoi. Voilà. D'accord ? Donc, ce que cette première barre veut dire, c'est qu'il faut absolument changer notre système alimentaire mondial pour avoir ne serait-ce qu'une chance de rester sous les 2 degrés. La barre en vert clair, qui est la plus basse, eh bien, c'est réduire au maximum les produits issus de l'élevage dans l'alimentation, hein, donc végétaliser l'alimentation, notamment sur la base de plantes riches en protéines. Et donc là, on divise par 2 l'impact du système alimentaire. Il y a un autre régime qui s'appelle Healthy Calories, bon, qui est un petit peu plus riche en produits animaux, qui permet de réduire un peu moins. Voilà, les barres en bleu, c'est ce qu'on peut faire du point de vue, ou ce qu'on pourrait espérer du point de vue de l'amélioration de l'efficacité et des rendements. Donc, avec des rendements, c'est la barre en bleu foncé. Ensuite, la barre bleue au milieu, hein, c'est, j'arrive plus à lire, mais je pense que c'est la réduction des gaspillages, voilà. Et puis, la barre en bleu clair, c'est une combinaison des deux. D'où les recommandations du GIEC, hein, que j'évoquais avant. C'est-à-dire que pour rester avec 67% de chance sous la barre des 1,5 degré, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire la moitié. Par exemple, hein, c'est le scénario qui est proposé. Le dernier scénario en gris à droite, c'est essayer de faire la moitié des autres solutions, c'est-à-dire augmenter les rendements, aller vers une alimentation plus végétalisée, mais peut-être pas complètement, hein, disons à moitié, et réduire le gaspillage d'1/4 au lieu de la moitié. Voilà. Le schéma de droite, il dit la même chose en fait, mais il prend en compte le fait qu'on ne va peut-être pas réussir, là on a déjà raté puisqu'on est en 2021, à éliminer les gaz à effet de serre non alimentaires. Donc, dans le schéma de droite, simplement, l'article se donne le temps, jusqu'en 2050, d'atteindre la neutralité carbone pour le secteur non alimentaire, et vous retrouvez finalement les différents scénarios. Et donc, il y a un seul scénario à supposer qu'on arrive à la neutralité carbone non alimentaire en 2050, pour le monde, hein, pas pour l'Europe. Hein. Eh bien, il y a un seul scénario qui permet de tenir les 1,5 degré, c'est de combiner toutes ces solutions du côté de la production et du côté de la demande ensemble et à 100%. Et si on arrive simplement à le faire à moitié, eh bien là on va passer
on pourrait rester sous les 1,5 degré, mais avec une chance sur 2 seulement. Voilà. Là, je vais peut-être passer, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais oui, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, bon, ça, c'est des choses que vous pouvez trouver très facilement. Sur voilà, comment on calcule l'effet climatique de l'élevage. Hein. Donc, ça n'a pas été, je crois, remis à jour, mais en 2013, la FAO avait estimé ça à 14,5% en prenant la production des produits animaux, lait, viande, et tout ce qui sert à obtenir ces produits animaux, hein, ce qu'on appelle l'approche du cycle de vie. Alors donc, je vais plutôt arriver à la fin. Donc, l'agriculture européenne face aux enjeux climat et biodiversité, la chose vraiment importante, c'est que les productions, que ce soit laitières ou viande de l'Union européenne, sont bien plus performantes du point de vue climatique que celles des autres continents. Alors pour le lait, l'Océanie et l'Amérique du Nord ont les mêmes performances, mais pour la viande, l'Union européenne est très performante. La conséquence de ça, c'est que il ne faudrait surtout pas réduire les exportations européennes, c'est-à-dire réduire la production européenne sans réduire davantage la consommation européenne. Parce que sinon, c'est pire que bien. Sinon, on va importer de la viande qui va émettre davantage de gaz à effet de serre. Et là où on est coincé, c'est que, je vais très vite puisqu'il faut que je conclue, mais tout est là en fait. Là où on est coincé, c'est que pour la préservation de la biodiversité, déjà en Europe, pourquoi la performance de notre système, c'est parce qu'on a une alimentation animale beaucoup basée sur les grains. Et ces grains, on les produit essentiellement avec des engrais minéraux et des pesticides. Deux choses qui sont très néfastes à la biodiversité. Et donc, pour préserver la biodiversité européenne, sans parler de celle de l'Amérique, mais les derniers articles, je vous en ai mis un là, considèrent qu'on ne doit plus intensifier la production. On ne doit pas intensifier la production de grains. Voilà. Ce qu'il faut continuer à essayer de faire, c'est intensifier sur l'animal, mais avec un régime alimentaire qui comporte et qui continue à préserver l'environnement, la biodiversité, avec des prairies naturelles. Donc on est vraiment coincé d'un point de vue technique pour produire davantage et exporter davantage et rendre service au monde finalement des productions animales en raison de la nécessité de produire les fourrages et les grains nécessaires à l'alimentation animale dans des systèmes de production animale intensifs, performants du point de vue climatique. Et évidemment, l'option notamment de l'Union européenne, c'est plutôt de favoriser l'élevage ruminant extensif pour l'entretien de prairies à haute valeur naturelle, donc dans les zones humides, les alpages, et aussi dans les plaines, parce que c'est un facteur de diversification des cultures. Voilà. Pour l'instant, on va dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire là où on a des zones de bonne intégration de l'agriculture et de l'élevage, eh bien, ces zones géographiques se réduisent. Voilà. Bon, je passe sur les autres inconvénients de l'élevage en Europe, hein, les pollutions de l'air et de l'eau, voilà, pour lesquels il y a des progrès, mais très insuffisants. Et ici, j'avais mis, bon, juste en conclusion, c'est que pour l'instant, on a en Europe une politique agricole qui est très forte, hein, la politique agricole commune, mais qui reste très insuffisante pour essayer de faire face à ces enjeux, notamment sur la question de la consommation alimentaire européenne. Comme je disais, il faut qu'elle diminue davantage que la production, voilà, de telle sorte qu'on préserve des exportations qui soient utiles au reste du monde, et également une politique qui fait peu pour inciter justement à l'efficacité de nos systèmes agricoles en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de réduction des pesticides.
Je vous remercie.